Catherine Dubois se tenait sur la véranda du château Bellevue, s'éventant pour combattre la chaleur oppressante du mois d'août, lorsqu'elle le vit pour la première fois. La charrette remontait le long chemin de terre, soulevant une poussière qui restait suspendue dans l'air immobile, comme un rideau. Son mari, Philippe Dubois, était assis à côté du conducteur, gesticulant avec animation, comme il le faisait toujours quand il croyait avoir fait un bon achat. Mais c'était la silhouette enchaînée à l'arrière de la charrette qui coupa le souffle à Catherine. Il était énorme. Même assis, penché en avant, les poignets entravés au plateau de la charrette, il dominait les deux gardes positionnés de chaque côté de lui. Ses épaules étaient si larges qu'elles semblaient bloquer le soleil derrière lui. Ses mains, même liées, semblaient capables d'écraser le crâne d'un homme avec un effort minimal. Et pourtant, il y avait quelque chose d'étrange chez lui, une qualité que Catherine ne parvenait pas tout à fait à identifier. Il gardait la tête baissée, sa posture était soumise, presque vaincue. Il toussait périodiquement, un bruit humide et rauque qui suggérait la maladie. Ses vêtements pendaient lâchement sur sa carcasse, comme s'il avait récemment perdu du poids. « Catherine, » lança Philippe, alors que la charrette s'arrêtait, « viens voir ce que j'ai acquis. Attends de voir la taille de celui-là. Il fera le travail de 3 hommes. » Catherine descendit les marches lentement, ses jupes de soie bruissant, sa main agrippant la rampe. Elle avait vu beaucoup d'esclaves arriver au château Bellevue au fil des ans. Le domaine en comptait 43 à l'heure actuelle, mais aucun n'avait jamais ressemblé à celui-ci. Alors qu'elle approchait, le géant leva légèrement la tête, juste assez pour qu'elle puisse voir ses yeux. Ils étaient sombres, intelligents, et pendant le plus bref des instants, elle y vit quelque chose luire. Quelque chose qui ressemblait presque à de la calculation avant qu'il ne baisse à nouveau le regard et tous dans ses mains liées. « Il est malade », observa Catherine, reculant instinctivement. « Philippe, tu n'as pas payé le prix fort pour un esclave malade, n'est-ce pas ?» Philippe rit, le son résonnant à travers la cour. « Une maladie mineure, rien de plus. » Le vendeur m'a assuré que c'est juste la fatigue du voyage, quelques jours de repos et une alimentation correcte, et il sera fort comme un bœuf. Regarde sa taille, Catherine, ses bras, ses épaules. Je l'ai eu pour la moitié du prix que j'aurais payé normalement à cause de cette toux. C'est l'affaire de l'année. Catherine n'en était pas si sûre. Quelque chose chez ce géant la troublait, bien qu'elle ne puisse pas l'exprimer. Peut-être était-ce sa façon de se tenir, cette étrange combinaison de faiblesse apparente et de puissance latente, ou peut-être était-ce quelque chose dans ses yeux durant ce bref instant où il l'avait regardée, une profondeur qui suggérait une conscience plus développée qu'il n'était confortable. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-elle. « Il se fait appeler Toussaint » répondit Philippe, faisant signe aux gardes de le déchaîner. Il dit qu'il était laboureur dans un domaine en Bourgogne avant que son maître ne meure et que la propriété ne soit liquidée. Un travailleur fort, aucun antécédent de fuite ou de rébellion, un ajout parfait à notre exploitation. Alors que les chaînes étaient retirées, Toussaint se leva lentement et Catherine dut incliner la tête en arrière pour regarder son visage. Il devait mesurer près de 2,10 mètres, avec une charpente qui suggérait une force extraordinaire, malgré la maladie apparente. Il vacilla légèrement, comme s'il était étourdi, et s'appuya contre la charrette. L'un des gardes ricana. « Fais attention, grand homme, on ne voudrait pas que tu tombes et te blesses avant d'avoir fait le moindre travail. » Toussaint ne dit rien, se contenta de hocher la tête avec soumission et se laissa conduire vers les quartiers des esclaves. Catherine le regarda partir, ce sentiment de malaise persistant dans sa poitrine comme une pierre. Elle avait été élevée dans un domaine, avait vécu ses 28 années entières dans le monde de l'esclavage et avait développé certains instincts sur les personnes que son mari possédait. Quelque chose chez Toussaint semblait anormal, pas dangereux exactement. Il semblait trop faible, trop soumis pour être dangereux, mais anormal néanmoins. « Tu t'inquiètes trop », dit Philippe, lui passant un bras autour des épaules. « Ce n'est qu'un grand laboureur, simple d'esprit, rien qui doive te préoccuper. Maintenant, allons-nous à l'intérieur ? Je suis affamé, et je suis sûr que Marie nous a préparé quelque chose de délicieux pour le dîner. »
Catherine se laissa entraîner à l'intérieur, mais elle jeta un dernier coup d'œil à la silhouette de Toussaint disparaissant dans les quartiers. Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que son mari avait introduit dans leur domaine quelque chose qui allait tout changer. Elle ne savait simplement pas encore si ce changement serait pour le meilleur ou pour le pire. Ce que Catherine ignorait, ce que personne au château Bellevue n'ignorait, c'était que Toussaint n'était pas son vrai nom. Qu'il n'avait pas été laboureur en Bourgogne, qu'il n'avait jamais été soumis, simple ou faible, et que la toux, la posture voûtée, l'apparence de maladie étaient tous des mensonges soigneusement construits, conçus pour accomplir un objectif précis, l'infiltration. Son vrai nom était Olivier. Il avait 32 ans et il était un chasseur. Avant de continuer cette histoire de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter la ville d'où vous écoutez. Merci et continuons. 6 mois plus tôt, février 1857, Alsace, Olivier était né libre dans une petite communauté de Noirs, libre dans les montagnes d'Alsace. Son père, Jean, avait été un pisteur et chasseur légendaire qui s'était échappé de l'esclavage 20 ans avant la naissance d'Olivier et n'avait jamais été repris. Jean avait tout appris à son fils sur la traque du gibier, la lecture des signes dans la forêt, la compréhension du comportement animal, le déplacement silencieux dans la nature et surtout comment penser comme un prédateur. Un chasseur ne poursuit pas sa proie, lui avait dit Jean quand il n'était qu'un garçon. Un chasseur comprend sa proie, il apprend ses habitudes, ses faiblesses, ses peurs, puis il tend un piège si parfait que la proie y entre d'elle-même. Olivier était devenu l'un des meilleurs chasseurs de la région, fournissant de la viande à sa communauté et guidant occasionnellement de riches blancs lors d'expéditions de chasse, des hommes qui payaient bien et ne posaient jamais de questions sur son statut, parce que ses compétences étaient trop précieuses. Il avait une femme, une petite cabane, et une vie qui, bien que difficile dans une nation qui méprisait sa couleur de peau, même lorsqu'il était techniquement libre, était au moins la sienne. Puis, il y a 3 ans, tout avait changé. Sa mère, Marguerite, était née esclave dans un domaine en Provence appelé Château Bellevue. Elle s'était échappée quand Olivier n'était qu'un nourrisson, parcourant des centaines de kilomètres vers le nord avec lui, enveloppé dans une couverture contre sa poitrine, suivant l'étoile polaire et les indications murmurées du chemin de fer clandestin. Elle avait trouvé Jean, avait construit une vie, avait goûté à la liberté. Mais 20 ans plus tard, des chasseurs d'esclaves l'avaient retrouvée. Ils étaient arrivés de nuit avec des chiens, des chaînes et un document légal qui la déclarait propriété de Philippe Dubois du Château Bellevue, en Provence. La loi se fichait qu'elle ait vécu libre pendant 2 décennies, se fichait qu'elle ait un mari et un fils adultes, se fichait que la forcer à retourner à l'esclavage soit une cruauté qui défiait tout principe de décence humaine. La loi sur les esclaves fugitifs était claire. Les esclaves évadés pouvaient être capturés et rendus à leurs propriétaires, peu importe depuis combien de temps ils étaient libres, ni où ils étaient trouvés. Olivier était parti en voyage de chasse lorsque cela s'était produit. Au moment où il revint, sa mère avait disparu. Son père avait essayé de les arrêter et avait été battu si violemment qu'il ne pouvait plus marcher. La cabane avait été mise à sac et une note était épinglée à la porte. Propriété de Philippe Dubois, Château Bellevue, Provence, légalement récupérée. Olivier avait tenu son père pendant que le vieil homme pleurait. Jean, qui s'était échappé de l'esclavage, avait construit une vie et avait appris à son fils à être fort et libre, avait été impuissant à protéger la femme qu'il aimait. « Je suis désolé », n'arrêtait pas de dire Jean. « Je suis désolé, je n'ai pas pu les arrêter. Ils étaient trop nombreux, je n'ai pas pu les arrêter. » « Ce n'est pas ta faute, » lui avait dit Olivier. Mais à l'intérieur, une froide fureur montait. Sa mère était de nouveau enchaînée à cause d'un homme nommé Philippe Dubois. De retour dans un domaine appelé Château Bellevue, de retour dans un monde de violence, de dégradation et d'humanité volée, et Olivier allait la récupérer. Mais il n'était pas insensé. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement entrer dans un domaine et exiger la libération de sa mère. Il savait qu'une agression directe le ferait finir mort ou esclave lui-même. Alors,
il fit ce que son père lui avait appris à faire. Il étudia sa proie. Il apprit tout ce qu'il pouvait sur le château Bellevue, sur Philippe Dubois, sur la disposition de la propriété, le nombre de surveillants et les mesures de sécurité en place. Ce qu'il apprit était décourageant. Le château Bellevue était l'un des plus grands domaines de Provence, avec plus de 400 acres de champs de blé et de lavande. Philippe Dubois était riche, bien introduit et connu pour son traitement dur des esclaves. Le domaine employait 6 surveillants, tous armés et expérimentés. Il y avait des chiens, des patrouilles et une réputation de punir brutalement tout esclave qui tentait de s'échapper. Un sauvetage direct était impossible, mais l'infiltration, cela pourrait fonctionner. Olivier élabora donc un plan audacieux au point d'être de la folie. Il allait se faire vendre à Philippe Dubois. Il entrerait au château Bellevue, non pas comme un sauveteur, mais comme une propriété. Une fois à l'intérieur, il recueillerait des informations, trouverait sa mère et exécuterait une évasion qui libérerait non seulement elle, mais autant d'autres que possible. Et ce faisant, il détruirait l'exploitation de Philippe Dubois si complètement que l'homme ne s'en remettrait jamais. Cela prit 6 mois de préparation. Olivier dut apprendre à agir comme un esclave, à adopter la posture, le langage, le comportement soumis que les Blancs attendaient. Il dut supprimer chaque instinct qui faisait de lui un homme libre et fort. Il devait devenir, du moins extérieurement, le genre de propriété qui serait achetée et vendue. La partie la plus difficile fut de se laisser capturer. Il avait voyagé vers le sud jusqu'aux frontières du territoire esclavagiste et avait délibérément permis à une patrouille d'esclaves de le trouver. Il avait prétendu être un fugitif d'un domaine en Bourgogne, avait donné de fausses informations sur son propriétaire, avait agi de manière confuse, effrayée et faible. La patrouille l'avait cru parce qu'il leur donnait ce qu'ils s'attendaient à voir. Un grand nègre simple qui avait fait une tentative stupide de liberté et était maintenant résigné à son sort. Il fut emmené dans une prison pour esclaves à Lyon, où il passa 2 semaines enchaînées, continuant sa performance. Il développa une toux convaincante en respirant de la poussière et en irritant sa gorge. Il voûta ses épaules et se déplaça lentement comme s'il était épuisé. Il parla sur les tons déférents que les Blancs attendaient, détournant toujours les yeux, agissant toujours comme s'il avait été battu jusqu'à la soumission. Lorsque les marchands commencèrent à se préparer pour la prochaine vente aux enchères, Olivier s'assura d'être placé dans la catégorie de la santé douteuse, précieux pour sa taille, mais risqué à cause de la maladie apparente. Il savait que Philippe Dubois était connu pour assister à ses ventes aux enchères à la recherche de bonnes affaires, d'esclaves qu'il pouvait acheter à bas prix en raison d'un défaut mineur, puis faire travailler jusqu'à l'épuisement dans ses champs. Bien sûr, lorsque le jour de la vente aux enchères arriva, Philippe Dubois était là. Et quand Olivier fut amené sur le bloc, voûté et toussant, avec son cadre massif dissimulé sous une posture de faiblesse, les yeux de Dubois s'illuminèrent d'avidité. Voici un esclave qui semblait pouvoir faire un travail formidable, disponible à prix réduit à cause d'une maladie temporaire. Les enchères furent brèves. La plupart des acheteurs étaient sceptiques vis-à-vis de la toux, craignant la maladie. Mais Dubois était confiant, et lorsque la vente se termina, Olivier avait un nouveau propriétaire. Il avait réussi à infiltrer le château Bellevue. Maintenant venait le plus dur. La première semaine au château Bellevue était destinée à le briser, à tester s'il valait l'investissement que Philippe Dubois avait fait. Olivier fut affecté au champ de blé, le travail le plus brutal du domaine, où hommes et femmes travaillaient de l'aube jusqu'à bien après le crépuscule sous la surveillance de surveillants qui portèrent des fouets et les utilisaient sans modération. Le surveillant en chef était un homme nommé Laurent Mercier, un vétéran de la gestion de domaine qui travaillait au château Bellevue depuis 15 ans. Mercier était plus petit qu'Olivier Daimpied, mais il se tenait avec la confiance de quelqu'un qui détenait un pouvoir absolu sur d'autres êtres humains. Le premier matin d'Olivier, Mercier le toisa avec un mépris non dissimulé. « Alors, tu es le géant que le maître a acheté. »
dit Mercier, tournant autour d'Olivier comme un prédateur examinant sa proie. Grand homme avec une toux. Voyons si tu peux vraiment travailler ou si le maître a gaspillé son argent. Olivier garda la tête baissée et ne dit rien, maintenant la posture soumise qu'il avait perfectionnée. Mercier sourit, une expression cruelle qui n'atteignait pas ses yeux. Tu seras dans le champ ouest à partir d'aujourd'hui. Tu récolteras le blé du lever au coucher du soleil. Tu rempliras ton panier jusqu'en haut, comme tout le monde. Si tu prends du retard, tu seras encouragé à travailler plus vite. Si tu te relâches, on te rappellera ta place. Si tu causes des problèmes, tu apprendras pourquoi les fugitifs du château Bellevue sont si rares. As-tu compris? Oui, monsieur, dit Olivier doucement, injectant juste la bonne quantité de peur dans sa voix. Bien, maintenant, au travail. Le champ ouest s'étendait sur des hectares, rangée après rangée de plants de blé prêts à être récoltés. 40 esclaves travaillaient le champ, leurs mains se déplaçant avec une efficacité exercée alors qu'ils coupaient le blé et le laissaient tomber dans les grands paniers attachés à leur dos. Un surveillant patrouillait les rangs à cheval, un fouet enroulé à sa ceinture, à l'affût de tout signe de relâchement. Olivier prit sa position au bout d'une rangée et commença à récolter. Ses mains massives, qui pouvaient suivre un cerf sur des kilomètres de forêt et tendre des pièges que même les prédateurs les plus astucieux ne pouvaient éviter, accomplissaient maintenant la tâche stupide et répétitive de couper le blé des tiges. Il travailla lentement au début, maintenant l'apparence de faiblesse, toussant périodiquement pour rappeler à tous sa prétendue maladie. Mais il observait aussi, regardant les schémas de patrouille du surveillant, comptant le nombre de gardes visibles à un moment donné, notant quels esclaves semblaient brisés et lesquels avaient encore du feu dans les yeux, apprenant la disposition des champs, l'emplacement de la lisière des arbres, la distance jusqu'aux divers bâtiments. Chaque détail était mis de côté, pièce d'un puzzle qu'il assemblait lentement. À midi, son panier n'était qu'à moitié plein, loin derrière les autres travailleurs. Le surveillant à cheval le remarqua et s'approcha, arrêtant son cheval à quelques centimètres de l'endroit où se tenait Olivier. « Tu es lent, grand homme, très lent. Sûrement un géant comme toi peut récolter plus vite que ça. » Olivier toussa et garda les yeux baissés. « Désolé, monsieur. Je me sens toujours faible. Je vais travailler plus vite. » Le surveillant y réfléchit, puis, sans avertissement, frappa Olivier sur le dos avec son fouet. La douleur fut vive et immédiate, mais Olivier se força à ne pas réagir au-delà d'un petit tressaillement. Il avait déjà connu la douleur. Coupures de couteau dues à des accidents de chasse, os cassés par des chutes, brûlures de feux de camp, ce n'était rien qu'il ne puisse gérer. Mais plus important encore, il ne pouvait pas montrer de force, ne pouvait pas révéler qu'il était plus que ce qu'il paraissait. « C'est pour t'aider à te souvenir de travailler plus vite, » dit le surveillant. La prochaine fois que je passe, ton panier ferait mieux d'être plus rempli, ou tu en recevras plus d'un. Oui, monsieur, murmura Olivier. Le surveillant s'éloigna à cheval, et Olivier reprit la récolte, se déplaçant maintenant légèrement plus vite, mais maintenant toujours sa performance de faiblesse. Une femme âgée travaillant à proximité le regarda avec sympathie. « Ne les laisse pas te briser le premier jour, » dit-elle doucement. Tiens le coup, montre juste assez d'efforts pour qu'ils ne te tuent pas, mais pas trop pour qu'ils s'attendent à ça tous les jours. Merci, dit Olivier, et il le pensait. Cette femme, Agnès, apprendrait-il plus tard, était au château Bellevue depuis 20 ans. Elle savait comment survivre. Alors que le soleil montait, la chaleur devint oppressante. La sueur coulait sur le visage et le dos d'Olivier. Ses mains, malgré leur taille et leur force, commençaient à lui faire mal à cause du mouvement répétitif. Mais ce n'était rien comparé à la traque du gibier pendant des jours à travers la nature sauvage des montagnes. Ce n'était rien comparé à ce que sa mère endurait quelque part dans ce domaine. Cette pensée le fit avancer. Marguerite était là quelque part, dans ses 400 acres. Sa mère travaillait, souffrait, endurait. Il devait juste la trouver. Le soir, lorsque la cloche sonna finalement pour signaler la fin de la journée de travail, le panier d'Olivier était presque plein. Pas le plus rempli, mais assez respectable pour que les surveillants ne le punissent pas davantage.
Les esclaves rentrèrent péniblement dans leur quartier, un ensemble de cabanes en bois grossières qui abritaient la main-d'œuvre du domaine. Les cabanes étaient exiguës, mal entretenues et offraient une protection minimale contre les éléments. Mais elles étaient un abri, et après 16 heures de travail, même un mince matelas sur un plancher de bois semblait être un luxe. Olivier fut affecté à une cabane avec 5 autres hommes, tous des travailleurs des champs. Ils le regardèrent avec lassitude alors qu'il entrait, évaluant sa taille, sa faiblesse apparente, son statut de nouveau venu. « Toi, le nouveau géant ?» demanda un homme, d'âge moyen, avec une cicatrice sur la joue. Son nom était Pierre. « Oui, » dit simplement Olivier. « Tu as récolté beaucoup de blé aujourd'hui ?»« Pas assez. Toujours malade. » Pierre hocha la tête, acceptant cela. « Guéris vite, maître. On ne garde pas les esclaves malades longtemps. Soit tu travailles, soit tu es vendu dans le sud aux plantations de sucre, et personne ne survit au pays du sucre. » Les autres hommes murmurèrent leur accord. Olivier enregistra cette information. Une autre pièce du puzzle. Le château Bellevue était dur, mais apparemment, il y avait des endroits encore pires, et Dubois n'était pas au-dessus de la vente de propriétés défectueuses pour maximiser son profit. Cette nuit-là, allongé sur son mince matelas pendant que les autres dormaient, Olivier commença son vrai travail. Il avait passé la journée à observer, à apprendre les détails de surface de la vie du domaine. Mais les nuits seraient pour la collecte d'informations plus profondes, pour se déplacer silencieusement dans l'obscurité, éviter la détection, recueillir le genre d'informations qui rendrait son plan éventuel possible. Il attendit que la cabane soit silencieuse, à l'exception des ronflements, puis se leva prudemment. Sa taille rendait la furtivité difficile. Mais son père lui avait appris à se déplacer sans bruit, à répartir son poids, à respirer si doucement que même les animaux ne le détecteraient pas. Ses compétences, affûtées au fil de décennies de chasse, servaient maintenant un objectif différent. Il se glissa hors de la cabane dans la nuit humide de Provence. Le domaine était calme, mais non sans surveillance. Olivier pouvait voir des torches au loin, où les surveillants maintenaient des itinéraires de patrouille. Il pouvait entendre des chiens aboyer quelque part au-delà de la maison principale. Des chiens de chasse probablement dressés pour traquer les fugitifs. Cela nécessiterait une navigation prudente. Il se déplaça à travers les ombres, entre les bâtiments, restant bas, évitant les espaces ouverts. Sa destination ce soir était une simple reconnaissance, apprendre la disposition des quartiers, identifier quelle cabane abritait quel groupe, localiser la maison principale, les résidences des surveillants, les bâtiments de stockage, des renseignements de base qui informaraient des opérations plus complexes plus tard. Alors qu'il se glissait devant les quartiers des femmes, il entendit des pleurs silencieux venant de l'intérieur d'une cabane. Il s'arrêta, écoutant. Une voix de femme plus âgée, parlant sur un ton qui suggérait qu'elle réconfortait quelqu'un de plus jeune. Les mots étaient indistincts, mais l'émotion était claire. Douleur, perte, épuisement. Sa mère était dans l'une de ces cabanes. Il ne savait pas encore laquelle. Il n'osait pas risquer de chercher ce soir, alors qu'il apprenait encore les schémas de patrouille. Mais le fait de savoir qu'elle était proche lui serra la poitrine d'une émotion qu'il ne pouvait se permettre d'exprimer. Pas encore, pas avant d'avoir un plan qui fonctionnerait réellement. Il continua son circuit, notant tout. La maison principale était grande et bien éclairée, même la nuit, avec au moins 2 personnes visibles à travers les fenêtres. Des esclaves domestiques probablement, travaillant tard. Les cabanes des surveillants étaient positionnées stratégiquement autour de la propriété, garantissant qu'aucune zone n'était complètement non surveillée. Les bâtiments de stockage, où les outils et les fournitures étaient gardés, étaient verrouillés, mais pas lourdement gardés. Et au loin, il pouvait voir la lisière de la forêt qui bordait le domaine. Sombre, dense, et offrant des voies d'évasion potentielles si nécessaire. Après 1 heure de reconnaissance, Olivier retourna à sa cabane et se glissa de nouveau sur son matelas. Aucun des autres hommes n'avait bougé. Il resta là, dans l'obscurité,
traitant ce qu'il avait appris, commençant à former les grandes lignes d'un plan qui exigerait de la patience, de la précision et un niveau de tromperie qu'il n'avait jamais tenté auparavant. Il devrait maintenir sa performance de faiblesse pendant des semaines, peut-être des mois, assez longtemps pour gagner un certain degré de confiance, ou du moins pour être considéré comme inoffensif. Assez longtemps pour en savoir plus sur les surveillants, leur personnalité, leurs faiblesses, leurs habitudes. Assez longtemps pour prendre contact avec sa mère et évaluer son état. Assez longtemps pour identifier des alliés parmi les esclaves qui pourraient être prêts à tout risquer pour la liberté. Et puis, quand le moment serait venu, il cesserait d'être Toussaint le laboureur faible et redeviendrait Olivier le chasseur. Et le domaine de Philippe Dubois apprendrait ce que cela signifiait d'être une proie. Le lendemain matin arriva trop tôt, annoncé par une cloche qui sonna à travers le domaine à l'aube. Les esclaves se levèrent immédiatement, sachant que les retards entraînaient des punitions. On leur accorda une brève période pour prendre un maigre petit déjeuner de bouillie de maïs et d'eau avant d'être conduit au champ. Olivier entra dans la routine, continuant sa performance. Il récolta le blé lentement mais régulièrement, juste assez vite pour éviter les coups, mais pas assez vite pour paraître en bonne santé. Il toussa à intervalles réguliers, il voûta ses épaules et se déplaça comme si chaque pas exigeait un effort. Et il regarda constamment, recueillant plus d'informations. Le troisième jour, il fit sa première découverte importante. Pendant la pause de midi, lorsque les esclaves étaient autorisés à boire de l'eau et à se reposer quelques minutes, il remarqua une femme travaillant dans le champ adjacent, qui se déplaçait avec une grâce familière, malgré son épuisement évident. Elle avait la cinquantaine, avec des fils gris dans les cheveux, et même à distance, même après 3 ans de séparation, Olivier la reconnut. Marguerite, sa mère, chaque instinct lui criait d'aller vers elle, de lui parler, de l'assurer que l'aide était arrivée. Mais il se força à rester immobile. Tout comportement inhabituel serait noté par les surveillants. Toute connexion entre eux serait mémorisée. Il ne pouvait pas le risquer. Pas encore. Mais le fait de savoir qu'elle était là, de voir de ses propres yeux qu'elle était vivante, lui donna une détermination renouvelée. Elle semblait plus âgée qu'il ne s'en souvenait, plus mince, avec une lassitude qui lui brisait le cœur. Mais elle était vivante, et il allait la faire sortir. Ce soir-là, il apprit davantage sur la hiérarchie du domaine grâce à des conversations avec ses compagnons de cabane. Pierre, l'homme cicatrisé, était étonnamment bavard une fois qu'il eut décidé qu'Olivier n'était pas une menace. Maître Dubois, il est méchant mais prévisible, expliqua Pierre alors qu'ils mangeaient leur ration du soir. Tant que tu travailles dur et que tu ne causes pas de problème, il te laisse tranquille la plupart du temps. C'est la maîtresse dont tu dois te méfier. La maîtresse ? Demanda Olivier, se souvenant de la femme pâle qu'il avait regardée arriver. Catherine Dubois, dit un autre homme, sa voix tombant en un murmure. Elle est pire que le maître à certains égards. Le maître te bat quand tu échoues. La maîtresse te bat quand elle s'ennuie. Et elle regarde toujours suspicieuse. Tu ne peux pas lui faire confiance, pas une seule seconde. C'était inquiétant. Olivier s'était tellement concentré sur Philippe Dubois qu'il n'avait pas suffisamment tenu compte de sa femme. Une erreur qu'il devrait corriger. « Et les surveillants ?» demanda-t-il. « 6 d'entre eux, » dit Pierre. Mercier est le pire. Il est ici depuis toujours et connaît toutes les ruses. Ensuite, il y a Arnaud, Dupont et les autres. Ils sont tous armés, tous méchants, et ils travaillent par équipe, donc il y a toujours quelqu'un qui veille. Et puis il y a les chiens. Combien de chiens ? 5 chiens de chasse, des grands, dressés pour traquer les fugitifs. Ils ont attrapé tous les esclaves qui ont essayé de s'échapper au cours des 10 dernières années. Ces chiens sont la vraie raison pour laquelle personne ne fuit. Tu peux peut-être déjouer les surveillants, mais tu ne peux pas déjouer le nez d'un chien de chasse. Olivier enregistra cette information. 5 chiens. C'était en fait moins qu'il ne l'avait craint. Et les chiens, malgré leur réputation, étaient des animaux avec des comportements prévisibles. Il avait chassé avec des chiens, traqué avec des chiens et surtout, il avait appris à les éviter si nécessaire. Il n'était pas invincible. Quelqu'un a-t-il déjà réussi à s'échapper ? Demanda-t-il avec désinvolture.
la cabane se tut. Pierre le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Pourquoi demandes-tu? Tu penses à t'enfuir, grand homme? Tu seras mort dans une semaine, ou pire, tu seras attrapé et le maître du bois fera de toi un exemple. Il ne fouette pas seulement les fugitifs, il les brise, il leur fait souhaiter de n'être jamais nés. Et puis il les vend dans le sud, dans des endroits où l'on te fait travailler à mort en 6 mois. N'y pense même pas. » « Je n'y pense pas, mentit Olivier. Juste curieux. Mais la conversation lui indiqua quelque chose d'important. Les esclaves du château Bellevue avaient été si complètement brisés, si convaincus de l'impossibilité de l'évasion, qu'ils ne l'envisageraient même pas. Cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas compter sur une coopération de masse. Le moment venu, ils devraient agir avec un petit groupe de confiance, ou peut-être seuls. Au cours des semaines suivantes, Olivier s'installa dans la routine brutale de la vie de domaine, tout en poursuivant secrètement sa reconnaissance nocturne. Il cartographia chaque bâtiment, chaque itinéraire de patrouille, chaque chenil. Il identifia les endroits où les fournitures étaient stockées, où les armes étaient gardées, où les surveillants dormaient. Il apprit quels gardes étaient alertes et lesquels étaient paresseux, quels chiens étaient vraiment dangereux et lesquels étaient surtout pour le spectacle. Et progressivement, avec prudence, il commença à prendre contact avec des esclaves qui semblaient être des alliés potentiels. Pas beaucoup. La confiance était un luxe que les esclaves ne pouvaient se permettre, mais quelques-uns. Agnès, la femme âgée qui lui avait montré de la gentillesse le premier jour. Un jeune homme nommé Jacques qui avait encore du feu dans les yeux. Une femme nommée Françoise qui travaillait dans la maison principale et avait accès à des informations sur les horaires et les habitudes des Dubois. Il ne révéla pas son véritable objectif. Pas encore. Il s'établit simplement comme quelqu'un qui écoutait, qui était réfléchi, qui pourrait être plus qu'il n'y paraissait. Des graines qui germeraient le moment venu. Un mois après son arrivée, Olivier trouva enfin l'occasion de parler directement à sa mère. Cela se produisit un dimanche après-midi, le seul moment où les esclaves bénéficiaient de quelques heures de repos. Il avait appris que Marguerite passait ses dimanches dans un petit jardin derrière les quartiers des femmes, s'occupant des légumes qui complétaient les provisions alimentaires du domaine. Il s'approcha prudemment, s'assurant qu'aucun surveillant ne regardait. Quand il fut assez proche, il parla doucement sans la regarder directement. « Maman !» Les mains de Marguerite se figèrent au-dessus du plant de tomates qu'elle entretenait, son souffle se coupa. Lentement, elle se tourna pour le regarder, et Olivier vit la reconnaissance poindre dans ses yeux, suivie immédiatement par la terreur. « Non, » murmura-t-elle. « Non, tu ne peux pas être ici. »« Olivier, qu'as-tu fait? Je suis venu te chercher, » dit-il simplement. « Je suis venu te ramener à la maison. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Espèce d'idiot, bel idiot stupide. Sais-tu ce qu'ils feront s'ils le découvrent? Sais-tu ce qu'ils nous feront à tous les deux? Ils ne le découvriront pas avant qu'il ne soit trop tard. » Comment? Sa voix était désespérée. « Comment peux-tu, Olivier? Il y a 6 surveillants, 5 chiens, des patrouilles toutes les nuits. Maître Dubois est lié à chaque shérif et chasseur d'esclaves dans 3 comtés. Même si nous courions, nous serions rattrapés avant d'avoir fait 10 kilomètres. Alors nous ne courons pas, dit Olivier. Pas encore. Pas avant d'avoir tout préparé. Maman, fais-moi confiance. Je ne suis plus le garçon que tu as élevé. Je suis un chasseur et j'ai passé le dernier mois à apprendre tout sur cet endroit. Quand je bougerai, cela fonctionnera. Je te le promets. » Marguerite le fixa, voyant peut-être pour la première fois que son fils était devenu quelque chose de formidable, quelque chose de dangereux. « Qu'as-tu besoin de moi ?» demanda-t-elle finalement. « Des informations sur les Dubois, sur la maison, sur tout ce qui pourrait être utile, et de la patience. Cela n'arrivera pas demain, mais cela arrivera. » Au cours des minutes suivantes, parlant dans des chuchotements urgents, Marguerite partagea tout ce qu'elle savait. Elle lui parla de l'horaire de Philippe Dubois, de ses voyages d'affaires à Marseille qui se produisaient tous les trimestres. Elle lui parla des habitudes de Catherine, de sa tendance à se rendre à cheval dans les champs pour inspecter le travail.
Elle lui parla de la disposition de la maison principale, y compris un bureau où Dubois gardait ses armes personnelles et ses papiers. Plus importante encore, elle lui parla de la seule nuit de l'année où la garde du domaine était à son plus bas, la célébration de la moisson. C'était une tradition au château Bellevue. Lorsque la récolte de blé était terminée, Philippe Dubois organisait une grande fête pour les propriétaires des domaines voisins. L'événement exigeait que tous les esclaves domestiques travaillent dans la maison principale, et les surveillants étaient souvent ivres à minuit, célébrant avec les invités blancs. C'était la seule fois où la sécurité était vraiment lâche. Quand a lieu la célébration de la moisson cette année ? Demanda Olivier. Dans 6 semaines. Début octobre. Parfait. Olivier sentit les pièces de son plan se mettre en place. C'est là que nous bougerons. Nous ? Demanda Marguerite. Nous ne pouvons pas libérer tout le monde, même si nous pouvions nous échapper nous-mêmes, essayer de prendre 40 autres personnes. Pas 40, interrompit Olivier. Mais pas seulement 2 non plus. J'ai observé, maman. Il y a des gens ici qui méritent la liberté, qui se battraient pour elle s'ils croyaient que c'était possible. Nous allons leur donner cette chance. Marguerite regarda son fils. Cet homme qui avait infiltré un domaine, qui avait passé des semaines à jouer la faiblesse tout en recueillant des renseignements, qui parlait avec une confiance tranquille qui venait d'une véritable capacité plutôt que de la bravade. Et elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 3 ans, l'espoir. « Dis-moi ton plan », dit-elle. Et pendant les 20 minutes suivantes, tout en faisant semblant de travailler dans le jardin, Olivier décrivit exactement comment il avait l'intention de détruire l'exploitation de Philippe Dubois et de libérer non seulement sa mère, mais autant d'esclaves que possible qui étaient prêts à tout risquer pour la libération. C'était audacieux, c'était dangereux. Cela reposait sur un timing parfait et une exécution sans faille. Mais cela pouvait fonctionner, et cette nuit-là, alors qu'Olivier était allongé dans sa cabane faisant semblant de dormir, il s'autorisa un petit sourire. Le piège était tendu. La proie n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. Et dans 6 semaines, le château Bellevue apprendrait ce qui se passait lorsque l'on réduisait en esclavage la mère d'un chasseur. Le géant qu'il pensait avoir acheté n'était pas faible, n'était pas simple, n'était pas brisé. Il était l'homme le plus dangereux qu'ils aient jamais rencontré, et leur temps était compté. Les 6 semaines entre la conversation d'Olivier avec sa mère et la célébration de la moisson passèrent avec une lenteur angoissante, chaque jour étant une performance de soumission soigneusement chorégraphiée, tandis qu'il affinait chaque détail de son plan. Le travail dans les champs de blé continua à son rythme brutal, de l'aube au crépuscule, 6 jours par semaine, avec seulement les dimanches après-midi offrant un répit. Mais Olivier utilisa chaque instant de manière stratégique, transformant son esclavage en une mission de reconnaissance prolongée. Sa maladie commença à montrer des signes d'amélioration, mais lentement, progressivement, d'une manière qui semblait naturelle. Il toussait moins fréquemment. Sa posture se redressa légèrement. Sa récolte de blé augmenta de la moitié d'un panier par jour aux 3/4, puis à un panier complet. Les surveillants le remarquèrent et furent satisfaits. Leur investissement portait ses fruits. Philippe Dubois lui-même commenta, lors d'une de ses rares visites au champ, que le géant gagnait enfin sa croûte. Catherine Dubois, cependant, restait suspicieuse. Olivier la remarqua le regarder plus que les autres esclaves. Ses yeux se plissaient comme si elle essayait de résoudre un puzzle qu'elle ne parvenait pas tout à fait à articuler. Elle se rendait à cheval dans les champs sur sa jument alezane, ostensiblement pour inspecter le travail. Mais Olivier pouvait sentir son regard s'attarder sur lui plus longtemps que nécessaire. C'était troublant, cette attention, mais il ne l'admettait jamais, ne lui donnait jamais aucune raison de penser qu'il était autre chose que ce qu'il semblait être. Au cours de la 4e semaine de sa préparation, Catherine l'approcha directement. C'était midi, le soleil brillait au zénith, et Olivier buvait de l'eau dans le seau commun lorsque son cheval s'arrêta à côté de lui. Il baissa immédiatement les yeux, le geste de déférence étant désormais si pratiqué qu'il était presque naturel.
Toi, dit-elle, sa voix sèche. Toussaint, n'est-ce pas? Oui, madame, répondit Olivier doucement, sans lever les yeux. Tu es ici depuis 1 mois maintenant. Tu travailles mieux, plus fort. Oui, madame. Merci, madame. Regarde-moi quand je te parle. Olivier leva lentement les yeux, s'assurant que son expression ne montrait rien d'autre qu'une attention respectueuse. Catherine étudia son visage pendant un long moment, sa propre expression illisible. « Il y a quelque chose chez toi, » dit-elle finalement. « Quelque chose que je ne peux pas tout à fait identifier. Tu es différent des autres. Plus intelligent, peut-être, plus conscient. » Chaque instinct criait à Olivier de nier cela, de dévier, de revenir à sa performance d'obéissance simple d'esprit. Mais Catherine était perspicace d'une manière que son mari n'était pas, et un déni complet pourrait sembler suspect en soi. Il choisit donc une voie médiane. « J'essaie juste de travailler dur, madame. J'essaie d'être utile. Je ne veux pas être vendu dans le Sud. » Les lèvres de Catherine se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Vendu dans le Sud. Oui, c'est le cauchemar de chaque esclave, n'est-ce pas? Les plantations de sucre, des endroits où les nègres meurent plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés. Elle marqua une pause, observant sa réaction. « As-tu peur de cela, Toussaint ?»« Oui, madame, » dit Olivier honnêtement, car cela était vrai. Il avait entendu les histoires de ces plantations où les esclaves étaient littéralement tués à la tâche en quelques mois. C'était un destin qu'il ne souhaitait à personne. « Bien, la peur te garde obéissant, la peur te garde en vie. » Catherine tourna son cheval pour partir, puis s'arrêta. « Mon mari pense qu'il a fait une bonne affaire en t'achetant. Un travailleur fort à moitié prix à cause d'une maladie temporaire. Mais je me demande si tu ne vas pas causer plus de problèmes que tu n'en vaux la peine. » Elle s'éloigna à cheval, sans attendre de réponse, laissant Olivier debout, le cœur battant. C'était dangereux. La suspicion de Catherine, même si elle ne pouvait pas exprimer exactement ce qu'elle soupçonnait, était une menace pour tout ce qu'il avait prévu. Il devrait être encore plus prudent en sa présence. Ce soir-là, il partagea son inquiétude avec Marguerite lors d'une de leurs brèves rencontres soigneusement organisées. « Catherine a toujours été comme ça, » dit Marguerite doucement, ses mains bougeant machinalement alors qu'elle arrachait des mauvaises herbes. Elle observe tout le monde, cherchant des signes de résistance, d'intelligence, de tout ce qui pourrait menacer leur contrôle. Mais elle ne peut rien faire sur la base de simples soupçons. Continue juste d'être ce qu'ils s'attendent à voir. Et si elle convainc Dubois de me vendre avant la célébration de la moisson, elle ne le fera pas. Philippe est trop satisfait de ta production de blé. Tant que tu continueras à travailler dur, il ne se débarrassera pas de toi. Catherine peut soupçonner quelque chose, mais elle n'a aucune preuve, et Philippe n'écoute pas ses intuitions. » Olivier hocha la tête, enregistrant cette information. Cela soulignait quelque chose qu'il avait déjà observé. Le mariage entre Philippe et Catherine Dubois n'était pas un mariage d'égaux. Catherine était intelligente et perspicace, mais dans le monde qu'ils habitaient, ses opinions importaient moins que les calculs financiers de son mari. Tant qu'Olivier était profitable, il était en sécurité. Au cours de la 5e semaine, Olivier commença la phase la plus dangereuse de sa préparation, le recrutement d'alliés. Il avait identifié 5 esclaves qui semblaient être des collaborateurs potentiels, des gens qui avaient encore du feu en eux, qui n'étaient pas complètement brisés par le système. Le défi était de les approcher sans trop en révéler, sans créer une conspiration si vaste que quelqu'un pourrait la trahir par peur ou par espoir de récompense. Sa première recrue fut Agnès, la femme âgée qui lui avait montré de la gentillesse le premier jour. Elle avait 57 ans, était esclave au château Bellevue depuis 22 ans et possédait une force tranquille qui venait de la survie à des épreuves indicibles. Olivier l'approcha un dimanche après-midi, parlant d'une voix à peine audible. « Agnès, puis-je te demander quelque chose? Si tu avais une chance, une vraie chance d'être libre, la saisirais-tu, même si cela signifiait risquer ta vie ?» Les mains d'Agnès s'immobilisèrent au-dessus de la courte pointe qu'elle raccommodait.
Elle ne le regarda pas, mais sa voix, quand elle parla, était ferme. Chaque esclave rêve de liberté, Toussaint, mais les rêves ne signifient rien quand la réalité, ce sont les chiens, les fouets et les chasseurs d'esclaves. Pourquoi demandes-tu? Parce que les rêves peuvent devenir réalité si l'on planifie assez soigneusement, si tu es prête à être patiente, si tu es prête à te battre quand le moment vient. Maintenant, Agnès le regarda, ses yeux cherchant son visage. À qui es-tu vraiment? Tu n'es pas ce que tu prétends être, n'est-ce pas? Je suis quelqu'un qui tient ses promesses, dit Olivier, et je me suis promis de libérer ma mère de cet endroit. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de gens en qui je peux avoir confiance. Des gens qui sont prêts à tout risquer pour une chance de liberté. Ta mère, répéta lentement Agnès. Marguerite, la femme dans le jardin. J'aurais dû m'en douter. Tu as ses yeux. Vas-tu m'aider? Agnès resta silencieuse pendant un long moment, pesant le risque contre la possibilité. Finalement, elle hocha la tête. Qu'as-tu besoin que je fasse? Au cours des 2 semaines suivantes, Olivier recruta soigneusement 4 autres alliés. Jacques, un laboureur de 23 ans qui avait vu sa femme vendue l'année précédente et brûlait d'une rage silencieuse. Françoise, qui travaillait dans la maison principale et avait accès à des informations sur les routines des Dubois. Pierre, l'homme cicatrisé de la cabane d'Olivier, qui avait vécu au château Bellevue assez longtemps pour connaître tous les détails de son fonctionnement. Et une femme nommée Solange, qui travaillait dans la cuisine et pouvait fournir un accès à certaines fournitures si nécessaire. À chacun d'eux, Olivier ne révéla que ce qu'ils avaient besoin de savoir. Il leur dit que pendant la célébration de la moisson, lorsque la sécurité serait à son plus faible, il passerait à l'action. Il leur dit qu'il avait un plan qui leur donnerait une véritable chance de liberté. Il leur dit que ce serait dangereux, que certains d'entre eux pourraient ne pas survivre, mais que l'alternative était de rester esclaves pour le reste de leur vie. Tous acceptèrent d'aider, car même la plus petite possibilité de liberté était préférable à la certitude de l'esclavage. La célébration de la moisson était prévue pour le premier samedi d'octobre. À mesure que la date approchait, Olivier pouvait sentir la tension monter dans sa poitrine, une combinaison d'anticipation et de peur qu'il s'efforçait de dissimuler. Tout ce qu'il avait planifié au cours des 2 derniers mois se résumerait à une seule nuit. Si cela fonctionnait, ils seraient libres. Si cela échouait, ils mourraient tous horriblement. 3 jours avant la célébration, Philippe Dubois appela tous les esclaves dans la cour pour une annonce. Il était inhabituel pour lui de s'adresser directement à eux. Il laissait généralement ses communications aux surveillants, mais apparemment cela justifiait son attention personnelle. « La moisson est terminée », annonça Dubois, sa voix portant à travers la foule rassemblée. « Grâce à votre travail acharné, dit-il comme s'ils avaient le choix, nous avons eu notre meilleure récolte de blé en 5 ans. Ce samedi, j'accueillerai les propriétaires de domaines de tout le comté pour célébrer notre succès. Tous les esclaves domestiques travailleront dans la maison principale pour servir nos invités. Le reste d'entre vous restera dans vos quartiers et ne s'aventurera sous aucun prétexte près de la maison principale. Est-ce clair ? Un murmure de « Oui, maître » ondula dans la foule. Bien. Et juste pour s'assurer que tout le monde reste à sa place, les surveillants effectueront des vérifications périodiques des quartiers tout au long de la soirée. Toute personne trouvée là où elle ne devrait pas être sera traitée sévèrement. Olivier écouta cette déclaration avec un sentiment de malaise. Des vérifications périodiques des quartiers compliqueraient considérablement son plan. Il avait compté sur le fait que les surveillants seraient distraits par la fête, buvant avec les invités, leur attention concentrée sur la maison principale, plutôt que sur les quartiers des esclaves. Cette nouvelle mesure de sécurité était un problème. Ce soir-là, il réunit son petit groupe d'alliés derrière la grange de stockage où il pouvait parler sans être entendu. « Nous avons un problème », leur dit-il, expliquant les vérifications prévues des quartiers. Si les surveillants patrouillent régulièrement, il sera beaucoup plus difficile de se déplacer sans être détecté. « Alors, que faisons-nous » demanda Jacques, sa voix tendue. « On annule » ? « Non » dit fermement Olivier.
Nous nous adaptons. Cela pourrait en fait jouer en notre faveur si nous sommes intelligents. Pensez-y. Si les surveillants vérifient les quartiers, cela signifie qu'ils sont en mouvement, pas stationnaires. Ils sont prévisibles. Et les schémas prévisibles peuvent être exploités. Comment ? Demanda Françoise. Olivier réfléchit un instant, son esprit travaillant sur la logistique. Combien de surveillants au total ? 6, répondit Pierre. Mercier, Arnaud, Dupont, Bernard, Leroux et le nouveau, Beaumont. Et combien seront nécessaires à la maison principale pour superviser les esclaves domestiques et maintenir l'ordre parmi les invités ivres ? Françoise, qui travaillait dans la maison et comprenait son fonctionnement, y réfléchit. Au moins 3, peut-être 4. Maître Dubois ne voudra pas de problème devant ses invités. Il voudra ses meilleurs surveillants là pour s'assurer que tout se passe bien. Il reste donc 2, peut-être 3 surveillants pour patrouiller les quartiers, dit Olivier, vérifiant 43 esclaves répartis dans une douzaine de cabanes. C'est beaucoup de terrain à couvrir. Ils devront se déplacer selon un schéma, un itinéraire qui leur permette de vérifier chaque cabane efficacement, et les schémas peuvent être chronométrés. La compréhension commença à poindre sur les visages des autres. Pierre hocha la tête lentement. Si nous pouvons trouver leur itinéraire, nous pouvons avoir une longueur d'avance sur eux, bouger quand ils vérifient les cabanes éloignées, être de retour en place avant qu'ils ne fassent le tour. Exactement, dit Olivier, mais nous devons connaître leur schéma, ce qui signifie que nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur qui puisse observer et rendre compte. Je peux le faire, dit Solange. C'était une femme calme, dans la quarantaine, facilement négligée, ce qui la rendait parfaite pour l'observation. Je travaillerai dans la cuisine pendant la fête. Je peux surveiller quand les surveillants vont et viennent, suivre leur timing et transmettre des informations à Françoise. Et je peux faire passer des messages à qui en a besoin, ajouta Françoise. Je servirai dans la salle à manger, me déplaçant entre la maison principale et la cuisine. Je peux agir comme coursière. Olivier sentit le plan se mettre en place, s'adaptant aux nouvelles contraintes. « Bien, voici ce que nous faisons. » Solange suit le schéma de patrouille du surveillant pendant la première heure de la fête et transmet l'information à Françoise. Françoise la transmet à Pierre, qui sera dans les quartiers pour coordonner le timing. Une fois que nous connaissons le schéma, nous bougeons pendant les intervalles, où les surveillants sont les plus éloignés de leur prochain point de contrôle. « Bouger où ?» demanda Agnès. Que faisons-nous exactement ? C'était le moment où Olivier devait révéler toute l'étendue de son plan. Il prit une profonde inspiration et commença à parler, exposant chaque détail de ce qu'il avait l'intention de faire. Premièrement, nous devons neutraliser les chiens. Les chiens de chasse sont gardés dans un chenil près des cabanes des surveillants. Ils sont la plus grande menace pour toute évasion car ils peuvent nous traquer sur des kilomètres. Mais les chiens sont prévisibles. Ils mangent à la même heure, tous les jours, nourris par celui qui est de garde. Pendant la fête, ce sera probablement l'un des jeunes surveillants, quelqu'un de pas assez important pour être à la maison principale. « Comment les neutralisons-nous » demanda Jacques. « Nous les faisons dormir, » dit Olivier. « Solange, tu as accès aux fournitures de cuisine, n'est-ce pas ? Y compris l'armoire à médicaments. » Solange hocha la tête. « Oui. Madame Dubois garde du laudanum là pour ses maux de tête. C'est un sédatif puissant. Parfait, nous mélangeons du laudanum à la nourriture du soir des chiens. Pas assez pour les tuer. Je ne blesserai pas les animaux qui ne font que suivre leur dressage, mais assez pour les faire dormir profondément pendant plusieurs heures. Une fois que les chiens sont neutralisés, le plus grand obstacle à notre évasion est levé. Mais nous devons toujours nous occuper des surveillants, souligna Pierre. Même si nous pouvons éviter leur patrouille, ils finiront par remarquer que nous sommes partis. Et puis, ils enverront des cavaliers, alerteront les shérifs, organiseront une chasse à l'homme. C'est pourquoi nous ne pouvons pas simplement courir, dit Olivier. Nous devons nous assurer qu'ils ne peuvent pas nous poursuivre efficacement. Cela signifie que nous devons désactiver leur capacité à nous chasser. Il décrivit la phase suivante. Pendant que la fête battait son plein et que les surveillants étaient soit ivres à la maison principale, soit distraits par leur fonction de patrouille, Olivier et Jacques se rendraient aux écuries. Là,
ils libéreraient tous les chevaux, non pas les voler, ce qui serait remarqué immédiatement, mais simplement ouvrir les portes et les chasser dans les champs où ils se disperseraient. Sans chevaux, toute poursuite se ferait à pied, donnant aux fugitifs une avance significative. Mais la vraie clé, poursuivit Olivier, est de détruire leur registre. Philippe Dubois conserve une documentation détaillée de chaque esclave qu'il possède. Nom, description physique, âge, compétences, tout ce dont un chasseur d'esclaves aurait besoin pour nous identifier et nous poursuivre. Ces registres sont dans son bureau, dans une armoire verrouillée. Françoise, tu as dit que tu savais où il gardait la clé. Françoise hocha la tête. Il la garde sur une chaîne autour de son cou. Il ne l'enlève jamais. Olivier sourit sinistrement. Alors, nous devrons la lui prendre, ce qui m'amène à la partie la plus dangereuse du plan. Pendant que Dubois est ivre et distrait par ses invités, je vais entrer dans son bureau, récupérer ses registres et les détruire. Sans documentation, nous devenons beaucoup plus difficiles à poursuivre. Les chasseurs d'esclaves ne sauront pas exactement qui ils recherchent, n'auront pas de description détaillée pour travailler. C'est insensé, dit platement Pierre. Tu parles d'entrer dans la maison principale pendant une fête pleine de blancs, de voler le maître pendant qu'il est encore éveillé et de ressortir. Tu seras attrapé avant d'avoir fait 3 mètres. Pas si je suis censé être là, rétorqua Olivier. Pas si je fais partie du personnel de service pour la soirée. Il expliqua son raisonnement. Philippe Dubois s'était vanté à plusieurs reprises de son esclave géant, le laboureur massif, qu'il avait acheté à moitié prix et qui était maintenant l'un de ses travailleurs les plus productifs. Il serait tout à fait dans le caractère de Dubois de montrer sa prise à ses invités, de faire servir des boissons ou déplacer des meubles par le géant comme une démonstration de son excellente gestion des esclaves. Tout ce qu'Olivier avait besoin de faire était de se positionner au bon endroit au bon moment. Et Catherine, qui gérait les esclaves domestiques, pourrait très bien l'affecter à travailler pour la fête. « Et si elle ne le fait pas ?» demanda Agnès. « Alors je m'assurerai qu'elle le fasse. Je me porterai volontaire. J'agirai comme si j'essayais d'être utile pour gagner sa faveur. Elle sera suspicieuse. Elle est toujours suspicieuse. Mais elle sera aussi trop occupée à gérer une fête pour 40 invités pour refuser de la main-d'œuvre gratuite. » Le plan était audacieux, rempli de variables qui pouvaient mal tourner. Mais c'était aussi la meilleure chance qu'ils avaient. Au cours des 2 jours suivants, ils affinèrent les détails, attribuèrent les rôles, identifièrent les positions de repli si les choses tournaient mal. Olivier les entraîna sur le timing, sur ce qu'il fallait faire s'ils étaient séparés, sur la façon de reconnaître les maisons sûres et les marqueurs du chemin de fer clandestin qu'ils pourraient rencontrer une fois qu'ils auraient dépassé la zone de danger immédiat. Et finalement, le samedi arriva. La matinée de la célébration de la moisson fut chaotique. La maison principale était une ruche d'activités alors que les esclaves domestiques se préparaient pour les festivités du soir. Les tables étaient dressées, la nourriture était préparée. La meilleure porcelaine et l'argenterie étaient polies jusqu'à ce qu'elles brillent. Dans les champs, les esclaves restants travaillèrent une demi-journée, terminant les dernières tâches avant d'être renvoyés dans leur quartier pour la durée de la fête. Olivier travailla machinalement. Son esprit était concentré sur la soirée à venir. Tout dépendait d'un timing précis, d'une douzaine de petites choses qui allaient bien, de la chance et de l'habileté se combinant dans la mesure parfaite. Alors que le soleil commençait à s'incliner vers l'horizon, il sentit le poids de ce qu'il était sur le point de tenter se poser sur ses épaules. À 16 heures, les esclaves furent renvoyés dans leur quartier. À 17 heures, les invités commencèrent à arriver, propriétaires de domaines et leurs épouses arrivant dans de belles calèches, vêtues de vêtements coûteux, prêts à célébrer une autre récolte réussie, construite sur le dos du travail esclave. À 18 heures, la fête battait son plein, et Olivier passa à l'action. Il approcha de la maison principale par l'entrée de la cuisine, où Solange travaillait frénétiquement pour répondre aux exigences de nourrir 40 invités. Elle le vit et hocha la tête presque imperceptiblement, le signal qu'elle avait déjà dosé le laudanum dans la nourriture du soir des chiens. La phase 1 était en cours.
Que fais-tu ici? Demanda la cuisinière, une noire libre nommée Marie qui supervisait la cuisine. Tu es censé être dans les quartiers. Je sais, madame, dit Olivier respectueusement, mais j'ai entendu dire que la maîtresse pourrait avoir besoin de mains supplémentaires pour la fête et je voulais offrir mon aide. Je peux porter des choses lourdes, déplacer des meubles, tout ce qui est nécessaire. Marie parut sceptique, mais à ce moment-là, Catherine Dubois entra dans la cuisine, le visage rouge de stress. « Marie, nous avons besoin de plus de chaises de la réserve, et les lourdes sont trop pour les garçons de maison. Avons-nous quelqu'un ?» Elle s'arrêta quand elle vit Olivier. Ses yeux se plissèrent. « Que fais-tu ici, Toussaint ?»« Je me porte volontaire pour aider, madame. Je suis fort. Je peux déplacer tout ce qui a besoin d'être déplacé. » Catherine l'étudia pendant un long moment, et Olivier pouvait voir la suspicion dans ses yeux, le même sentiment qui l'avait fait le regarder de plus près que les autres esclaves. Mais elle était aussi pragmatique, et la fête exigeait plus de main-d'œuvre qu'elle n'en avait de disponible. « Bien, dit-elle finalement, tu travailleras sous la supervision de Françoise. Tu feras exactement ce qu'on te dit. Rien de plus, rien de moins. Si je te surprends quelque part où tu n'es pas censé être, tu le regretteras. Compris? Oui, madame. Merci, madame. » Et juste comme ça, Olivier était à l'intérieur de la maison principale avec une raison légitime d'être là. Il croisa le regard de Françoise à travers la pièce et elle lui fit un très léger hochement de tête. Ils étaient dedans. Pour les 2 premières heures, Olivier joua son rôle parfaitement. Il déplaça des meubles, porta des plateaux de service, remplit des bouteilles de vin et se rendit généralement utile, tout en restant aussi invisible que possible. Il observa tout, la disposition de la maison, qu'il avait entendu décrire mais qu'il n'avait jamais vue de première main, les emplacements des sorties et des cachettes, et surtout le comportement de Philippe Dubois. Le maître buvait beaucoup, devenant progressivement plus bruyant et plus exubérant à mesure que la soirée avançait. Il se vantait de sa récolte de blé, de ses techniques de gestion, de son succès en tant que propriétaire de domaine. Plusieurs fois, il fit un geste vers les esclaves domestiques servant la fête, les qualifiant d'exemples de propriété bien dressée. Quand il aperçut Olivier portant une lourde table à travers la pièce, ses yeux s'illuminèrent. Là, vous voyez ce géant? Je l'ai acheté à moitié prix parce que l'imbécile avait l'atout. Mais regardez-le maintenant. Fort comme un bœuf, travaille comme 3 hommes. C'est la différence entre un propriétaire de domaine intelligent et un amateur, savoir quand on obtient de la valeur même dans des produits endommagés. Les invités rirent et applaudirent. Et Olivier garda son visage soigneusement neutre, jouant le rôle de l'esclave obéissant qui ne comprenait pas qu'on parlait de lui. Mais à l'intérieur, il nota l'instant, nota la déshumanisation désinvolte, la façon dont Dubois parlait de lui, comme s'il était du bétail. Il l'ajouta à la longue liste des raisons pour lesquelles ce qu'il était sur le point de faire n'était pas seulement justifié, mais nécessaire. À 21h, Philippe Dubois était complètement ivre. La plupart de ses invités l'étaient aussi. Les surveillants qui avaient été affectés à la fête, Mercier, Arnaud et Dupont, buvaient également, leur vigilance se détériorant à chaque verre de vin. Et à l'extérieur, selon les informations que Françoise lui avait transmises, le schéma de patrouille des surveillants vérifiant les quartiers était devenu prévisible. Ils faisaient des vérifications superficielles toutes les 30 minutes, passant la plupart de leur temps à discuter entre eux plutôt qu'à réellement chercher. C'était le moment. Olivier croisa le regard de Françoise et hocha la tête vers le couloir qui menait au bureau de Dubois. Elle comprit immédiatement et créa une distraction, laissant tomber un plateau de verre qui se brisa spectaculairement sur le sol, attirant l'attention de tous. Dans la cohue, Olivier se glissa dans le couloir sans être vu. Le bureau de Dubois était verrouillé, mais la porte était vieille et la serrure était simple. Olivier s'était préparé à cela, avait caché une fine pièce de métal dans sa botte ce matin-là. Il la glissa dans la serrure, sentant le mécanisme, et en 30 secondes, entendit le clic satisfaisant des goupilles qui tombaient en place. Il ouvrit doucement la porte, entra à l'intérieur et la referma derrière lui. Le bureau était exactement comme Marguerite l'avait décrit. Un grand bureau,
des étagères garnissant les murs, et dans le coin, une armoire verrouillée où Dubois gardait ses papiers importants et ses armes personnelles. L'armoire était plus sécurisée que la porte, et Olivier savait qu'il ne pouvait pas crocheter cette serrure, pas sans outils qu'il n'avait pas, et sans temps qu'il ne pouvait pas se permettre. Ce qui signifiait qu'il avait besoin de la clé. La clé qui pendait à une chaîne autour du cou de Philippe Dubois. Olivier se tint dans l'obscurité du bureau, examinant ses options. Il pouvait chercher un autre moyen d'entrer dans l'armoire, mais cela prendrait du temps et pourrait ne pas réussir. Il pouvait abandonner cette partie du plan, mais sans détruire ses registres, leur évasion serait beaucoup plus dangereuse. Ou il pouvait faire quelque chose d'audacieux, quelque chose qui soit fonctionnerait parfaitement, soit le ferait tuer. Il choisit l'audace. Olivier quitta le bureau, se glissa dans le couloir et retourna à la fête. Philippe Dubois était maintenant si ivre qu'il marmonnait, se tenant à la table pour garder l'équilibre. Parfait. Olivier s'approcha avec une bouteille de vin, jouant le serviteur attentif. « Encore du vin, maître ?» demanda-t-il doucement. Dubois agita son verre dans ce qui aurait pu être un signe d'acquiescement. Alors qu'Olivier versait, il trébucha. Juste légèrement. Juste assez pour bousculer le bras de Dubois et renverser du vin sur le devant de sa veste coûteuse. « Espèce d'imbécile maladroit !» rugit Dubois, soudain furieux, malgré son ivresse. Plusieurs invités se tournèrent pour regarder. « Regarde ce que tu as fait. Cette veste coûte plus cher que ce que tu vaux. »« Je suis tellement désolé, maître, » dit Olivier, une peur sincère dans sa voix, ou ce qui ressemblait à une peur sincère. « Main, s'il vous plaît. Laissez-moi vous aider à la nettoyer. Si nous y mettons de l'eau rapidement, cela pourrait ne pas tacher. » Tout en jurant encore, Dubois se laissa conduire hors de la pièce par Olivier et Françoise, qui s'étaient matérialisés exactement au bon moment. Ils l'emmenèrent dans une petite salle d'eau près de la cuisine, où Françoise commença à tamponner la tache de vin avec un chiffon humide, tandis que Dubois poursuivait sa tirade d'ivrogne. Stupide, sans valeur. Je devrais te vendre aux plantations de sucre dans le sud, t'apprendre à être prudent. Pendant que Françoise travaillait sur la veste, Olivier se positionna derrière Dubois, ostensiblement pour aider à retirer le vêtement. Ses mains massives se déplacèrent avec une délicatesse surprenante, et dans la confusion du tissu et des bras et du balancement ivre de Dubois, ses mains trouvèrent la chaîne autour du cou de Dubois. Une traction rapide, un bruit sec de métal bon marché, et la chaîne se détacha. Olivier glissa la clé dans sa poche d'un mouvement fluide. « Voilà, maître, » dit Françoise, reculant. « Je pense que nous avons la majeure partie. Cela devrait aller une fois que ce sera correctement nettoyé. » Dubois était trop ivre pour remarquer la chaîne manquante. Il retourna en trébuchant vers la fête, jurant toujours, tandis qu'Olivier et Françoise échangeaient un bref regard triomphant. Ils avaient la clé. Olivier attendit 10 minutes, s'assurant que Dubois était complètement distrait par ses invités, puis se glissa de nouveau dans le bureau. La clé fonctionna parfaitement dans la serrure de l'armoire. À l'intérieur, il trouva exactement ce qu'il cherchait. Un grand livre relié en cuir contenant des registres détaillés de chaque esclave du domaine. Nom, âge, description physique, compétences, prix payés, punitions administrées, tout ce dont un chasseur d'esclaves aurait besoin pour les poursuivre. Il trouva également quelque chose d'inattendu, un pistolet chargé et un petit sac de pièces, probablement gardé pour les urgences. Olivier prit les deux, l'arme parce qu'il pourrait en avoir besoin, l'argent parce qu'ils en auraient définitivement besoin, et puis se tourna vers le grand livre. Il ne pouvait pas simplement le voler. Son absence serait remarquée immédiatement, mais il pouvait détruire son utilité. Il trouva l'encrier et la plume de Dubois, et au cours des 5 minutes suivantes, il altéra systématiquement chaque entrée. Il changea des noms, mélangea les âges, brouilla les descriptions physiques. Quand il eut fini, le grand livre était sans valeur, un document si corrompu que personne ne pouvait l'utiliser pour identifier des esclaves spécifiques. Mais il n'avait pas terminé. Il prit plusieurs pages du grand livre, spécifiquement les pages le listant lui et sa mère, et les 5 personnes qui s'échappaient avec eux, et les plia dans sa poche. Puis il remit soigneusement tout le reste dans l'armoire,
la verrouilla et essuya toutes les surfaces qu'il aurait pu toucher. En quittant le bureau, il vérifia son horloge interne. Il était 22h15. Selon le plan, Jacques devrait maintenant être aux écuries, libérant les chevaux. Solange aurait dû confirmer que les chiens dormaient. Pierre devrait coordonner le rassemblement des fournitures dans les quartiers. Tout se déroulait comme prévu. Olivier retourna à la fête, joua son rôle pendant encore 30 minutes pour établir qu'il n'était pas parti pendant une période significative. Puis se glissa tranquillement par la cuisine alors que l'horloge sonnait 23 heures. La fête battait toujours son plein. Les invités, maintenant si ivres qu'ils enregistraient à peine son départ. Il se dirigea rapidement vers les quartiers, se déplaçant dans l'ombre, évitant l'itinéraire de patrouille qu'il avait mémorisé. Lorsqu'il atteignit sa cabane, il trouva Pierre, Jacques et Agnès déjà là, ainsi que sa mère et les autres. Ils avaient rassemblé tout ce qu'ils pouvaient transporter. Nourriture, eau, couverture, quelques outils. Ils étaient prêts. « Les chiens ?» demanda Olivier doucement. « Dorment comme des bébés », confirma Solange. « Ne se réveilleront pas avant des heures. » Les chevaux, Jacques sourit, dispersés à travers 3 champs. Ils vont les pourchasser pendant des jours. « La patrouille vient de passer il y a 5 minutes, dit Pierre. Nous avons 25 minutes avant qu'ils ne reviennent. Olivier hocha la tête. Alors, nous partons maintenant. Restez proches, restez silencieux et suivez mon chef. Ils se déplacèrent en groupe dans l'obscurité, 8 personnes liées par un espoir désespéré et un risque partagé. Olivier les mena non pas vers la route principale, trop évidente, trop facilement bloquée, mais vers la forêt qui bordait la limite et du domaine. Il connaissait ces bois, les avait explorés lors de sa reconnaissance nocturne, avait identifié un itinéraire qui les mènerait à un ruisseau qu'ils pourraient suivre vers le nord, utilisant l'eau pour masquer leur odeur. Derrière eux, le château Bellevue brillait de lumière et résonnait de rire, ignorant ce qui venait de se passer. Philippe Dubois buvait toujours avec ses invités, se vantant toujours de son succès, toujours complètement inconscient que son esclave géant venait d'exécuter un plan qui allait détruire tout ce qu'il avait construit. Ils atteignirent la lisière des arbres sans incident. Olivier s'arrêta, regardant une dernière fois l'endroit qui avait tenu sa mère captive pendant 3 ans, l'endroit qui représentait tout le mal du système de l'esclavage. Puis, il tourna vers le nord et mena sa petite bande de fugitifs dans l'obscurité. Ils voyagèrent toute la nuit, suivant le ruisseau comme prévu, mettant autant de distance que possible entre eux et le château Bellevue avant que l'alarme ne soit donnée. Olivier maintint un rythme brutal. Il savait que chaque kilomètre qu'il couvrait cette nuit-là pouvait signifier la différence entre la liberté et la recapture. Les autres luttaient pour suivre, surtout Marguerite et Agnès, toutes deux plus âgées et affaiblies par des années de travail acharné. Mais elles surmontèrent l'épuisement et la peur, poussées par la connaissance qu'il n'y avait pas de retour en arrière. À l'aube, ils avaient parcouru près de 25 kilomètres. Olivier trouva un fourré dense près d'un ravin et ordonna à tout le monde de se reposer. Ils étaient épuisés, leurs pieds saignaient, leur corps poussait au-delà des limites normales. Mais ils étaient aussi plus loin du château Bellevue qu'aucun d'entre eux ne l'avait imaginé possible. « Comment long avant qu'ils ne se rendent compte que nous sommes partis ?» demanda Françoise, sa voix essoufflée par l'effort. « La fête va probablement continuer jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, » estima Olivier. « Ils ne vérifieront les quartiers qu'à l'aube, au plus tôt. Cela nous donne peut-être 6 ou 7 heures avant que l'alarme ne soit donnée. Au moment où ils organiseront une équipe de recherche, nous aurons une journée complète d'avance. Et les chevaux étant dispersés, les ralentiront, ajouta Jacques. Les chiens étant drogués, les ralentiront encore plus, dit Solange. Marguerite regarda son fils avec une expression d'émerveillement. « Tu l'as vraiment fait. Tu as planifié tout cela, infiltré le domaine, rassemblé des alliés et exécuté une évasion que tout le monde disait impossible. Comment ?» Olivier resta silencieux un instant avant de répondre. « Tu m'as appris à ne jamais accepter l'injustice. Papa m'a appris à penser comme un chasseur. Le reste, je l'ai compris en cours de route. » Il regarda le groupe. 8 personnes qui avaient tout risqué pour la liberté. Mais je n'aurais pas pu le faire seul. Chacun de vous était essentiel.
Chacun de vous est la raison pour laquelle nous sommes assis ici en ce moment, au lieu d'être toujours esclaves. » « Et maintenant ?» demanda Pierre. « Maintenant, nous continuons à avancer, » dit Olivier. « Nous voyageons de nuit, nous nous cachons le jour, nous nous dirigeons vers le nord, vers l'Alsace, puis l'Allemagne, puis la liberté. Il y a des gens en chemin qui nous aideront, des maisons sûres, des passeurs du chemin de fer clandestin. Ce ne sera pas facile. Certains d'entre nous pourraient ne pas y arriver, mais nous avons une vraie chance. » Ils se reposèrent pendant la chaude journée de Provence, se relayant pour monter la garde. Alors que le soleil montait, Olivier s'autorisa à penser à ce qu'il avait accompli. Il avait infiltré un domaine, enduré des semaines d'esclavage, construit un réseau d'alliés, recueilli des renseignements et exécuté un plan qui libéra 8 personnes, y compris sa mère. Mais plus que cela, il avait prouvé quelque chose d'important, que les esclaves n'étaient pas impuissants, pas sans défense, pas condamnés à accepter leur esclavage. Avec l'intelligence, le courage et une planification minutieuse, ils pouvaient se défendre. Alors que le soir approchait et qu'ils se préparaient à reprendre leur voyage, Olivier prit un moment seul avec sa mère. « Je suis désolé que cela ait pris si longtemps pour te trouver, » dit-il doucement. Marguerite secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Tu es venu, c'est ce qui compte. Tu as tout risqué pour venir me chercher. Qu'est-ce qu'une mère pourrait demander de plus ?» Ils se tinrent l'un l'autre pendant un long moment, et Olivier sentit le poids des 3 dernières années se soulever légèrement. Elles n'étaient pas encore libres. Aucun d'eux ne l'était, pas avant d'avoir franchi la frontière du territoire libre. Mais ils n'étaient plus des esclaves. Ils étaient des fugitifs, oui, mais des fugitifs qui avaient choisi leur propre chemin, qui avaient riposté contre leurs oppresseurs, qui avaient prouvé que le système de l'esclavage n'était pas aussi invincible qu'il prétendait l'être. Alors que l'obscurité tombait, le groupe se remit en marche, se dirigeant vers le nord à la lumière des étoiles. Derrière eux, ils savaient que le château Bellevue avait basculé dans le chaos. La découverte de leur évasion aurait déclenché une chasse à l'homme massive. Des cavaliers auraient été envoyés aux domaines voisins, aux shérifs, aux chasseurs d'esclaves. Des récompenses seraient affichées. Des chiens seraient lâchés, bien que les chiens de chasse drogués seraient inutiles pendant des heures encore. Mais Olivier avait tout prévu. Les chevaux dispersés retarderaient la poursuite montée. Le grand livre corrompu rendrait les descriptions précises difficiles. L'avance qu'ils avaient gagnée serait presque impossible à rattraper. Et l'itinéraire qu'il avait choisi, suivant les cours d'eau, évitant les routes, se déplaçant à travers un terrain difficile à fouiller pour de grands groupes, les rendrait très difficiles à traquer. 3 jours plus tard, ils traversèrent en Alsace. 6 jours après cela, ils atteignirent la première maison sûre, une petite ferme appartenant à des abolitionnistes qui ne posèrent aucune question et fournirent de la nourriture, du repos et des indications pour la prochaine station sur le chemin de fer clandestin. 12 jours après avoir quitté le château Bellevue, ils traversèrent en Allemagne. Et 23 jours après leur évasion, par un froid matin d'octobre, 8 anciens esclaves traversèrent en territoire libre. Ils y étaient parvenus contre des chances impossibles, avec rien d'autre que du courage et une planification minutieuse. Ils avaient réalisé ce que le système de l'esclavage insistait était impossible. Ils étaient libres. Des années plus tard, lorsqu'Olivier serait un vieil homme vivant en Angleterre, il raconterait l'histoire de son infiltration du château Bellevue à ses petits-enfants. Il décrirait comment il avait fait semblant d'être faible, comment il avait enduré des semaines d'esclavage, comment il avait systématiquement démantelé la sécurité d'un domaine et mené 8 personnes à la liberté. Ses petits-enfants écouteraient avec de grands yeux, à peine capables de croire que leur doux grand-père avait autrefois été l'esclave le plus dangereux qu'un propriétaire de domaine ait jamais acheté. Mais la partie de l'histoire qu'Olivier soulignait toujours, la leçon qu'il voulait le plus qu'ils comprennent, était celle-ci. Les gens qui réduisaient les autres en esclavage voulaient que les esclaves croient qu'ils étaient impuissants. Ils voulaient qu'ils acceptent leur esclavage comme naturel, inévitable, ordonné par Dieu. Mais tout était un mensonge.
Les esclaves avaient du pouvoir. Le pouvoir de l'intelligence, du courage, de la communauté, de la résistance. Et quand ils choisissaient d'utiliser ce pouvoir, quand ils refusaient d'accepter l'injustice, des choses extraordinaires devenaient possibles. Philippe Dubois ne se remit jamais de l'évasion. La perte de 8 esclaves fut financièrement dommageable, mais le coup porté à sa réputation fut pire. Les autres propriétaires de domaines chuchotaient au sujet de son incompétence, du fait qu'il avait été déjoué par un esclave qu'ils pensaient simple et faible. L'histoire se répandit, devint une légende. Le conte du géant qui n'était pas ce qu'il semblait être, qui infiltra un domaine et libéra sa mère et 7 autres. Elle devint une source d'espoir pour les esclaves à travers le sud de la France, un rappel que la résistance était possible, que la liberté pouvait être gagnée. Catherine Dubois, pour sa part, ne se pardonna jamais de ne pas avoir fait confiance à ses instincts. Elle avait su qu'il y avait quelque chose de différent chez Toussaint, quelque chose de dangereux sous la surface. Mais elle n'avait pas agi en fonction de cette connaissance, et cela leur avait coûté cher. Elle vécut le reste de sa vie avec la connaissance qu'elle avait vu la vérité et l'avait ignorée. Quant à Olivier, il vécut assez longtemps pour voir la fin de l'esclavage, vécut assez longtemps pour voir l'abolition et la reconstruction lente et douloureuse d'une nation qui avait été bâtie sur l'esclavage. Il éleva des enfants et des petits-enfants dans la liberté. Il leur apprit à lire et à écrire. Il leur donna des opportunités pour lesquelles il avait dû se battre. Et il n'oublia jamais les 8 personnes qui lui avaient fait assez confiance pour tout risquer pour une chance de liberté. Parce que, cette nuit-là, lorsqu'ils s'éloignèrent du château Bellevue et se dirigèrent vers le nord, vers la liberté, ils avaient fait plus que s'échapper. Ils avaient prouvé qu'ils n'étaient pas une propriété, pas des objets à posséder et à contrôler. Ils étaient des êtres humains avec un libre arbitre et du courage, et le droit fondamental de déterminer leur propre destin. Et personne, ni Philippe Dubois, ni les chasseurs d'esclaves, ni l'ensemble du système de l'esclavage lui-même ne pourraient jamais leur enlever cela. Ils avaient choisi la liberté. Et ce choix, cet acte de défi unique face à l'oppression écrasante, valait plus que tous les domaines de France.